Un mot, c'est quoi exactement un Mirage? Alors le Mirage lui-même, c'est un concept d'avion de combat des années 70, mais qui ne sont pas des avions des années 70, parce que ce concept, il a été largement modernisé depuis, et même les Ukrainiens bénéficient d'un modèle spécial, qui s'appelle le 2000-7, qui permet justement l'adaptation des derniers missiles, et bénéficie également d'un certain nombre de capacités pour lutter contre des missiles qui seraient tirés contre eux et des éléments de brouillage qui leur permettent d'aller dans le ciel de l'Ukraine en ce moment dans des conditions tout à fait honorables. Donc c'est moins performant qu'un Rafale, mais c'est pas obsolète. Non, c'est pas... Cette guerre s'éternisait. On assistait à des batailles comme celle de Bakhmut, où les Russes engageaient d'importantes ressources pour écraser les Ukrainiens et gagner du terrain. Mais ces combats étaient extrêmement coûteux et ne permettaient pas d'obtenir de gains majeurs. Aujourd'hui, à cause de cette stratégie d'usure, les Ukrainiens ne peuvent plus déployer 30 hommes sur une position. Ils peuvent en envoyer 5 ou 6, tout au plus. Et c'est là que réside le problème. Quand une position qui nécessiterait 30 hommes n'en compte que 5 ou 6, l'infanterie russe l'encercle. Ensuite, il ne reste plus qu'à lancer des grenades et à les déloger par le feu. Résultat, soit ils meurent, soit ils se rendent. Mais ils ne tiennent pas leur position. Je ne sais pas si c'est un bataillon contre 5 ou 6 hommes, mais il pourrait bien s'agir d'une compagnie contre eux. C'est une approche lente et méthodique, mais avec une puissance écrasante. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Le champ de bataille des airs est le théâtre où naissent les légendes. Le rugissement des réacteurs, les explosions en plein vol, la traque d'un pilote face à des adversaires en surnombre, ce ne sont pas des scènes de cinéma. Ce sont les batailles bien réelles menées par les pilotes de chasse russes, silencieux, mortels et décisifs. Depuis des décennies, le monde entier s'est focalisé sur la domination aérienne des États-Unis, entretenue par des films à succès comme Top Gun. Pourtant, dans la réalité, l'armée de l'air russe s'est imposée comme un rival redoutable. Classée deuxième force militaire mondiale selon Global Firepower, la puissance aérienne russe repose sur des décennies d'ingénierie de pointe et d'expérience du champ de bataille. L'ancien inspecteur de l'ONU, Scott Ritter, a souvent souligné que les médias occidentaux sous-estiment la force aérienne russe. Il met en garde. Ignorer les avancées technologiques russes est une erreur dangereuse. Les avions de chasse russes, endurcis par des années de combats réels, ne sont pas conçus pour impressionner. Ils sont conçus pour dominer la guerre. Alors que beaucoup en Occident considèrent les avions de combat comme des symboles de prestige technologique, la Russie les voit comme des outils de guerre, fiables, résistants et impitoyablement efficaces. Mais à quel point la force aérienne russe est-elle puissante aujourd'hui? Décryptons la force brute de ces chasseurs et leur impact sur la guerre moderne. Les cieux russes s'étendent sur 11 fuseaux horaires, des glaces arctiques aux côtes subtropicales humides. Ce territoire immense pose des défis opérationnels extrêmes. Les chasseurs russes doivent fonctionner sans faille, que ce soit dans des blizzards polaires ou sous des chaleurs écrasantes. Leur conception repose sur 3 piliers. Endurance supérieure, adaptabilité aux environnements difficiles et disponibilité au combat en toutes circonstances. Contrairement aux avions de chasse occidentaux, qui dépendent fortement d'une maintenance au sol sophistiquée, les jets russes sont conçus pour être autonomes. Ils peuvent opérer à partir de pistes de fortune avec un soutien logistique minimal. Scott Ritter insiste sur un point clé. Ce qui définit réellement une force aérienne efficace, c'est sa capacité à fonctionner dans des conditions défavorables. Il rappelle que sur le papier, les avions occidentaux sont technologiquement supérieurs, mais ils nécessitent une maintenance spécialisée qui les rend vulnérables lors de conflits prolongés. Les avions russes, en revanche, sont conçus pour être déployés n'importe où, à n'importe quel moment, avec un minimum de soutien extérieur. Leur résilience est un atout majeur. Contrairement aux appareils occidentaux, qui exigent des infrastructures de pointe, les chasseurs russes peuvent décoller de pistes non pavées, fonctionner sous des températures extrêmes et accomplir leur mission avec un entretien réduit. Les avions de chasse russes ne sont pas seulement technologiquement avancés, ils sont conçus pour survivre. L'immensité et la rudesse du territoire russe ont contraint les ingénieurs à privilégier la durabilité et l'adaptabilité. C'est pourquoi ces avions restent opérationnels là où d'autres échoueraient.
y compris dans des conditions polaires où le carburant peut geler et les systèmes hydrauliques tomber en panne. Pourtant, les avions russes continuent de voler. Ces appareils ne sont pas juste des machines de combat, ce sont des outils de survie conçus pour affronter l'un des environnements les plus hostiles de la planète. La flotte de chasse russe se divise en deux grandes catégories. 1. Les chasseurs lourds de première ligne, des appareils polyvalents à long rayon d'action conçus pour des frappes en profondeur. 2. Les chasseurs légers, des avions agiles spécialisés dans le combat rapproché. Au sommet des chasseurs lourds se trouve la famille du Sukhoi Su-27, une lignée de machines de guerre qui domine le combat aérien depuis la guerre froide. Ces avions ont façonné la stratégie aérienne moderne et restent des piliers de l'arsenal aérien russe. Le Su-27, une révolution dans la guerre aérienne. Introduit pour la première fois dans les années 1980, le Su-27 a révolutionné la guerre aérienne. Il fut le premier chasseur soviétique à intégrer un système de commande de vol électrique, fly-by-wire, offrant aux pilotes une manœuvrabilité et une réactivité inédites en combat. L'une de ses caractéristiques les plus distinctives est la configuration de ses deux moteurs Lyulka AL-31F, placés plus éloignés l'un de l'autre que dans les configurations traditionnelles. Ce design novateur améliore la portance, réduit les contraintes sur les ailes et permet des acrobaties extrêmes. Grâce à cette ingénierie avancée, le Su-27 est capable d'exécuter la légendaire manœuvre du Cobra de Pougachev, où l'avion incline brusquement son nez vers le haut, semblant s'arrêter en plein vol avant de reprendre le contrôle total. Lorsque les pilotes russes ont démontré cette manœuvre pour la première fois, de nombreux experts occidentaux l'ont qualifié de simple tour de passe-passe, sans réelle utilité en combat. Pourtant, cette perception a changé en 1992, lorsqu'un Su-27 a participé à un exercice d'entraînement conjoint au large de la Virginie contre un F-15D américain. Malgré l'usage des post-combusteurs par l'F-15, le Su-27 est parvenu à le poursuivre sans difficulté avec une poussée minimale. Dans un retournement de situation stupéfiant, le chasseur russe a simulé une destruction de l'F-15C, laissant l'US Air Force sous le choc. L'ancien inspecteur de l'ONU, Scott Ritter, considère cet engagement comme une preuve de l'excellence de l'ingénierie russe et de la formation de ses pilotes. Selon lui, l'Occident sous-estime souvent l'agilité et l'avantage stratégique que peut offrir une manœuvrabilité exceptionnelle dans un combat rapproché, dogfight. Bien que la vitesse et la puissance de feu soient cruciales, c'est souvent la capacité à exécuter des manœuvres tactiques et l'adaptabilité du pilote qui déterminent l'issue d'un affrontement aérien. Les avions de chasse russes ne sont pas seulement bien conçus, ils sont aussi maîtrisés par des pilotes d'élite. La doctrine du combat aérien russe repose sur une conscience situationnelle élevée, une grande capacité d'adaptation et l'exécution de manœuvres à haut risque. Contrairement aux forces aériennes occidentales qui s'appuient fortement sur des technologies avancées et des missiles à longue portée, les pilotes russes sont entraînés à exploiter au maximum chaque avantage aérodynamique pour surpasser leurs adversaires dans des engagements réels. Évolution vers une supériorité aérienne totale, le Su-30 et au-delà. Le succès du Su-27 en exercice et en conflit réel n'est pas un hasard. Les ingénieurs russes l'ont conçu avec une domination en combat rapproché comme priorité absolue. Ce chasseur est devenu la base d'une nouvelle génération d'avions avancés évoluant vers des plateformes telles que les Su-30, Su-34 et Su-35, chacune améliorant les forces fondamentales du design initial. Pendant des décennies, la famille du Su-27 a prouvé son efficacité, façonnant la stratégie aérienne russe. Mais l'évolution ne s'est pas arrêtée là. Avec l'introduction du Su-30, la Russie a ouvert une nouvelle ère de domination aérienne. Alors que le champ de bataille moderne évoluait, la Russie a su adapter sa force aérienne. Conscient des limites des anciens radars, le pays a introduit le Su-30 dans les années 1990, équipé du puissant radar N01 MBARS à antenne à balayage électronique passif. Ce système peut détecter des avions ennemis à 400 km et des appareils furtifs à 90 km. Une capacité que les États-Unis n'ont égalée que des années plus tard avec le F-35 et son radar APG-81. Mais le Su-30 ne représente pas seulement une mise à niveau technologique. Son cockpit biplace lui permet d'effectuer des missions coordonnées de longue portée, un avantage tactique clé dans la guerre aérienne moderne. Contrairement aux anciens modèles, il peut suivre simultanément 15 avions ennemis et en engager jusqu'à 4 à la fois.
Cette capacité signifie que les pilotes russes peuvent attaquer une escadrille entière avant même que l'ennemi ne réalise qu'il est sous le feu. La combinaison de systèmes de détection avancés et d'un arsenal de pointe garantit que l'aviation russe peut dominer l'espace aérien contesté en neutralisant les menaces avant qu'elles ne deviennent critiques. Scott Ritter souligne un point crucial. Bien que les forces aériennes occidentales soient technologiquement avancées, elles dépendent lourdement du ravitaillement en vol et du soutien logistique. La doctrine russe repose sur l'autonomie. Leurs pilotes sont entraînés pour des engagements prolongés avec un minimum d'assistance externe. Cela fait du Su-30 un chasseur redoutable, capable d'opérer en profondeur sur le territoire ennemi avec peu de soutien logistique. Le Su-34, une forteresse volante. Au-delà de ses avantages technologiques, le Su-30 possède également une capacité d'emport étendue, pouvant transporter un large éventail de munitions air-air et air-sol. Grâce à sa capacité à embarquer des missiles de croisière à longue portée et des bombes guidées de précision, il joue un double rôle, chasseur de supériorité aérienne et appareil d'attaque stratégique. Conçu pour des missions de frappe en profondeur, le Su-34 est une véritable forteresse volante. Il allie puissance de feu stratégique et manœuvrabilité de chasseur, avec un cockpit optimisé pour réduire la fatigue des pilotes lors des missions prolongées. Capable de rester en vol jusqu'à 10 heures sans ravitaillement, il est équipé du système de vision nocturne 24, lui permettant d'effectuer des attaques de nuit et à basse altitude. Contrairement aux bombardiers traditionnels, le Su-34 combine une grande vitesse, une manœuvrabilité hors pair et une puissance de frappe impressionnante. Sur les théâtres d'opération comme la Syrie, il a démontré son efficacité en détruisant des positions ennemies avec une précision chirurgicale. L'utilisation de munitions guidées par laser et de radars avancés assure un impact maximal à chaque frappe, anéantissant les défenses adverses avant qu'elles ne puissent riposter. Son rôle dans la suppression des cibles de grande valeur en a fait un pilier de la stratégie aérienne russe moderne. Mais le Su-34 ne se distingue pas seulement par sa puissance de feu. Il est conçu pour survivre aux environnements hostiles, avec un blindage renforcé et des contre-mesures électroniques avancées qui lui permettent de continuer ses attaques même sous le feu ennemi. Cette robustesse lui vaut le surnom de char volant. Parmi les analystes militaires, un autre atout clé est le système de guerre électronique Kibini, qui lui permet de brouiller les radars ennemis, le rendant pratiquement indétectable. Associé à un arsenal impressionnant de bombes et de missiles guidés, le Su-34 est une force implacable en combat air-sol. Mais la Russie ne s'est pas arrêtée là. Son équivalent aux F-22 Raptor et F-35 Lightning II américains est le Su-57 Phelon, un chasseur de 5e génération conçu pour redéfinir les standards de la suprématie aérienne. Cet avion est conçu non seulement pour la supériorité aérienne, mais pour la domination multirôle, intégrant à la fois la furtivité et une grande manœuvrabilité afin de surpasser ses homologues occidentaux. Contrairement aux avions de génération précédente, le Su-57 est construit avec un fuselage à ailes et corps intégrés, améliorant à la fois l'aérodynamisme et l'évasion radar, un bond technologique majeur dans l'aviation. Le radar N306 Bayla SA permet au Su-57 de suivre les avions ennemis à 200 km de distance, détectant efficacement les chasseurs furtifs avant même qu'ils ne sachent qu'ils sont observés. Ce système radar est intégré à une suite de guerre électronique entièrement numérique, permettant à l'avion de brouiller les capteurs ennemis tout en suivant simultanément plusieurs cibles. Au-delà de son radar, le Su-57 utilise un revêtement furtif à base de plasma, absorbant plus de 99% des ondes radar ennemies, le rendant presque invisible. Contrairement au F-22, qui repose fortement sur une peinture absorbant les radars qui se dégradent avec le temps, le Su-57 maintient ses capacités furtives à des vitesses supersoniques sans dommage. Cette conception lui permet de soutenir des engagements à grande vitesse, sans compromettre son profil furtif. M. Scott Ritter a noté que l'approche de la Russie pour ses chasseurs de 5e génération privilégie l'efficacité au combat plutôt que la technologie expérimentale. Cela garantit que ces avions restent fiables dans des conditions réelles de champ de bataille. L'accent est mis sur la durabilité, les performances réelles et la flexibilité, plutôt que sur de simples attributs furtifs théoriques. Le missile K-47 MT2 Kinzhal, lancé depuis le Su-57, est capable d'atteindre des vitesses de Mach 10, frappant des cibles à plus de 2000 km de distance.
Cela donne à la Russie une véritable capacité de frappe préventive, capable de neutraliser des actifs stratégiques avant que l'ennemi ne puisse réagir. Grâce à cet avantage hypersonique, les défenses aériennes occidentales ont du mal à contrer les avancées de la Russie dans les frappes de précision à longue portée. Contrairement aux homologues occidentaux, qui reposent sur la guerre centrée sur les réseaux, la Russie a conçu le Su-57 pour fonctionner à la fois dans des environnements opérationnels de haute technologie et dégradés. Avec sa fusion de capteurs indépendantes et ses systèmes d'intelligence artificielle à bord, cet avion peut fonctionner efficacement, même dans des environnements sans GPS, garantissant une efficacité au combat dans des zones de guerre électronique intenses. En plus de sa puissance de feu, le Su-57 est l'un des rares chasseurs au monde équipés de moteurs à vecteur de poussée, lui permettant d'effectuer des manœuvres extrêmes après le décrochage et de surpasser la plupart des avions occidentaux en combat rapproché. Cette capacité fait du Su-57 un combattant aérien inégalé, assurant sa domination même lorsque les engagements sont proches de la portée visuelle. Bien qu'il soit encore en production limitée, les unités Su-57 ont déjà été déployées dans des zones de combat actives, prouvant que la Russie est pleinement préparée à entrer dans la prochaine génération de domination aérienne. Avec des améliorations continues et une production de masse planifiée, l'armée de l'air russe développe rapidement sa flotte de ces machines de guerre de pointe. Alors que les stratèges militaires occidentaux continuent d'analyser le potentiel du Su-57, la question demeure: les forces aériennes occidentales peuvent-elles vraiment défier les chasseurs de 5e génération de la Russie, ou la Russie a-t-elle déjà sécurisé sa position en tant que puissance dominante en combat aérien mondial? Avec l'avantage technologique du Su-57 et son adaptabilité prouvée en combat, la Russie pourrait bien être en train de mener la voie vers l'avenir de la guerre aérienne pour les années à venir. Les analystes occidentaux ont longtemps sous-estimé les avions russes, pourtant, à maintes reprises, les chasseurs russes ont prouvé leur supériorité sur le champ de bataille. De la domination du Su-27 dans les années 1990 à l'anéantissement des jets occidentaux par le Su-30, en passant par les avancées de pointe du Su-57, l'armée de l'air russe demeure une force que même l'OTAN redoute. M. Scott Ritter a répété que sous-estimer les capacités militaires russes est une erreur que les puissances occidentales ne peuvent se permettre. La question reste: les forces aériennes occidentales peuvent-elles véritablement défier la domination russe, ou les chasseurs russes continueront-ils à régner en maître dans les cieux? Du tout obsolète, c'est un excellent avion de combat. Il n'est pas multirôle comme le Rafale. C'est un avion qui est plutôt prévu pour la défense aérienne, mais qui a eu des adaptations, donc qui doit permettre de tirer des missiles vers le sol, si nécessaire, et en tout cas faire la chasse aux drones ou aux missiles de croisière qui sont très nombreux, presque chaque nuit, à voler sur l'Ukraine. Donc c'est un excellent avion. Voilà. Alors maintenant, les pilotes, parce que c'est toujours un binôme, les pilotes ont été formés sur le Mirage 2000. Ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas parce qu'on pilote un autre avion qu'on est capable de piloter un Mirage 2000. Donc eux ont été formés en France. Là, il a fallu former aussi des mécaniciens. Donc, si vous voulez, il y a toute une chaîne à mettre en œuvre. C'est pour ça que ça a été assez long. Oui. En temps médiatique, c'est trop long. En temps stratégique, c'est trop long aussi. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir des forces préparées parce qu'évidemment, on dispose à ce moment-là de véritables capacités. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous. Nous, on se demandait si c'était pas total. Parce qu'on est le 6 février. Emmanuel Macron l'avait annoncé, cette livraison aux Ukrainiens, le 6 juin. Donc, ça fait 8 mois, jour pour jour. Ça fait pas un peu tard, là, ou pas pour vous?